the phone, you're moving on. I want better. Alain Ray, bonjour, vous êtes linguiste, lexicographe, chroniqueur au magazine littéraire et surtout rédacteur en chef du Robert, un dictionnaire qui défraie toujours la chronique dans ses nouvelles entrées fracassantes. Est-ce que ça vous étonne que des entrées de mots, notamment en verlan, puissent encore susciter la polémique comme ça suscite à chaque nouvelle édition du Robert? Bon, c'est pas tellement étonnant, si vous voulez, parce que c'est pas que les gens sont choqués par l'apparition de mots nouveaux, puisqu'ils les emploient eux-mêmes en général. Mais c'est plutôt que l'idée du dictionnaire et l'image du dictionnaire, dans l'esprit des gens, c'est quelque chose d'assez immobile, qui enregistre le français classique, le français de tous les jours, certes, mais pas trop le côté marginal de la langue. Alors c'est vrai pour le langage des banlieues, c'est vrai pour les mots d'argot récents, mais c'est vrai aussi pour les apparitions de termes nouveaux en politique, dans la vie sociale, de toute façon. On est en train en ce moment de préparer, parce que le dictionnaire a une version annuelle, donc il y a un gros travail de documentation avant, parce qu'on ne crée pas, on n'invente pas les mots, on observe la société française qui parle. Quels sont les mots les plus étonnants, notamment en verlan, qui sont rentrés dans la dernière édition? Oh, pas seulement du verlan, si, parce que vous savez, les keufs et les meufs, c'est dans le dictionnaire depuis presque 10 ans déjà. Donc, si vous voulez, là, ça s'est augmenté, mais pas d'une manière très significative. Ce qui a plutôt choqué souvent ou étonné, ce sont des mots qui ont un petit côté sexuel. Bon, la bimbo, par exemple, il y a quelques années. Et là, naturellement, on va continuer. Chaque fois qu'il y a un usage de ce genre qui se répand et que tout le monde connaît par la radio, la télévision, Internet, on est tenu d'en faire le portrait parce que ça représente une partie du portrait de la langue française. Et en ce moment, moi, un de mes gros soucis, c'est d'élargir la description du dictionnaire à la fois vers le français familier et populaire, mais aussi vers les nouveautés qui viennent de l'étranger, les nouveautés de l'Internet et du numérique, qui sont nombreuses et qu'il faut bien désigner correctement, et puis aussi des choses, par exemple, bon, on est en train de discuter, et ça entrera dans l'édition de l'année prochaine, sur le triple A, par exemple. Bon, voilà une expression que tout le monde connaît maintenant, et qu'on connaissait pas, parce que c'est un système de notation qui est proprement anglo-saxon, pas du tout français, et qui nous est tombé sur la gueule, si j'ose dire, pour parler français quotidien, tout récemment. Le risque du dictionnaire, c'est qu'il soit toujours un peu conservateur, justement. C'est ça. Donc, moi, j'ai toujours milité pour que le dictionnaire soit une photo fidèle de la façon de parler, sans avoir aucune intention normative. Comme je dis toujours, on observe. On n'est pas là pour régler ou pour juger. On peut porter des jugements à l'intérieur du dictionnaire en disant familier, populaire, insultant. J'ai même ajouté une façon de marquer les mots qui est assez nouvelle. Dans les registres. On mettait péjoratif, je dis injure raciste quand j'estime que c'est une injure raciste ou quand c'est une injure tout simplement, par exemple tout ce qui concerne le machisme, l'homophobie, etc. Tout ça, c'est des mots aussi très nouveaux qui sont apparus récemment. La Gay Pride, par exemple. Alors évidemment, on a tout ce flux d'anglicismes. Alors là, on a des anglicismes, voilà. Ah oui, alors ça, les anglicismes, encore grosse question. Est-ce que les anglicismes sont encore des mots français? Les anglicismes sont des mots français dans la mesure où, si vous les prononcez à la française, d'abord un anglophone les reconnaîtra difficilement, parce qu'on ne sait pas bien parler anglais, et ça en fait des mots français. Mais c'est une affaire très ancienne. Quand on dit un piano, personne n'a l'impression de parler italien. Or, le mot veut dire doucement, c'est doucement et fort, forte piano, puis piano tout seul. Donc, il y a des mots très français, ou un steak, par exemple, qui est un mot anglais, parce qu'on a des anglicismes depuis le Moyen-Âge. Figurez-vous que le mot nord, par exemple, est un anglicisme. C'est north en anglais, qui est passé comme ça en français. Ça vient pas du tout du latin, comme la majorité de notre vocabulaire. Donc maintenant, par exemple, vous avez une inondation de mots japonais à cause de l'arrivée des restaurants japonais en France. Et les makis, les sushis, les sashimi, tout ça, il faut dire ce que c'est et définir
précisément. Donc ça demande une observation de l'évolution quotidienne de la langue française. Et là, on n'a pas de règle qui consiste à dire non, on peut pas donner ce mot-là parce qu'il est pas beau, parce que il est... Alors on met anglicisme. Est-ce que la langue française on le fait. est encore une langue vivace? Justement, si la langue n'accepte pas les nouveautés, elle devient une espèce de conservatoire. Ça peut être très beau, mais c'est un peu comme le latin. Donc ça va être une langue morte. Vous savez, quand on me dit le français est malade, il est mal parlé, etc., c'est pas faux, mais c'est la loi du genre. Une langue est un organisme vivant. Un organisme vivant, ça a des maladies. S'il y a des anticorps, il se porte bien. S'il n'y a pas assez d'anticorps, il se dégrade. Le français, par moment, s'est dégradé, puis il s'est repris. Et en ce moment, on est dans un moment de mutation avec la mondialisation, dans lequel on peut évidemment regretter qu'il n'y ait pas plus de création à l'intérieur du français et qu'il y ait trop d'emprunt aux langues étrangères, surtout quand c'est une seule langue qui est l'anglais. Mais c'est plutôt un problème politique que linguistique. Alors, vous parlez de lieux de création. Où s'invente aujourd'hui la langue française? Je pense, par exemple, vous avez travaillé avec des slameurs. Oui. Est-ce que ça, c'est fertile pour vous? C'est très fertile. Je trouve que, par exemple, le slam, le rap en français, la poésie populaire, toutes les créations de ce genre sont une réaction, même si le mot slam est un anglicisme et le mot rap est un anglicisme, la façon de le traiter en français fait qu'on fabrique de la nouveauté en français. Le verlan, par exemple, c'est un code qui permet, en renversant les syllabes, d'inventer des mots nouveaux. Cela dit, on ne peut pas donner tous les mots de verlan employés en France parce que il nous faut, nous, une garantie que le mot est employé par une partie raisonnable de la population. C'est l'usage qui valide, en fait. Voilà, qui est à peu près 10 ou 20% de l'usage qui le connaissent. C'est pour ça qu'on commence aussi à intégrer des mots régionaux. Je vous donne un exemple qui vient de Marseille. Je parlais tout à l'heure des bimbos, ça c'est un mot qui vient de la Californie par les séries américaines et qui s'est répandu dans toute l'Europe et notamment en France. Mais à côté de ça, vous avez des mots bien français ou d'origine provençale qui fonctionnent à Nice, à Marseille et qui sont peu connus à Paris, puis qui tout d'un coup remontent. La cagole, voilà. le kéké. Alors, la cagole et les cacous sont entrés dans le Robert l'année dernière. D'accord. Et ça a été discuté. Alors là, il y a des réactions de gens qui disent que c'est que ça. À Lille, on ne sait pas ce que c'est. Un cacou, mais, oui. Inversement, si vous voulez, la kermesse est connue dans la France entière, mais le mot du Nord qui représente la même chose, ou bien vous avez le fait qu'au lieu de dire une serpillière à Lille, on dit une vassingue, une wassingue si on prononce à la locale. Tout ça mérite d'être enregistré dans un dictionnaire général de la langue française dans la mesure où c'est connu par une partie importante de la population. Et on fait entrer aussi des mots parler hors de France, Belgique, Suisse, Québec, Antilles, Maghreb, Afrique noire, Nouvelle-Calédonie, Tahiti. Donc un spectre très large. Un spectre le plus large possible et le plus varié possible, tout en montrant que cette variété n'est pas éclatée. Est-ce que vous enregistrez une langue aussi les mots du Québec, par exemple Beaucoup. On en a fait beaucoup plus et on ne se contente pas d'enregistrer les mots du Québec. On les illustre par des citations d'écrivains québécois. D'accord. Parce qu'il n'y a pas qu'en France qu'on écrit, et avec l'évolution de la langue. Et là, ça devient extrêmement compliqué parce que au Québec même, il y a des régionalismes à l'intérieur. C'est vaste, le Québec. On ne parle pas à Chicoutimi comme on parle à Montréal. Je fréquente beaucoup le Québec et la langue de Montréal, malheureusement, est très anglicisée, et comme beaucoup de langues urbaines, par rapport à la langue de la campagne. Paradoxalement, à Sherbrooke, qui porte un nom anglais et qui est près des États-Unis, le français est moins anglicisé qu'à Montréal. C'est comme ça. Parmi tous ces mots nouveaux, est-ce qu'il y en a qui vous énervent ou que vous trouvez un peu parfois fabriqués? Je pense notamment à une chronique que vous avez écrite le mois dernier dans Magazine littéraire sur le plus produit, qui était assez drôle. Ça m'a assez amusé. Oui. Alors là, je crois on l'a pas encore entré dans le Petit Robert parce que quand on a regardé le truc, on a dit c'est vraiment du langage publicitaire avec cette manière de mettre plus et puis un substantif français qui a l'air français. Et puis je me suis aperçu que le mot n'était pas un anglicisme, que ça avait été fabriqué
à l'américaine, mais en français. Donc là, c'est une créativité très discutable, parce que si on commence à toucher à la grammaire, en inversant l'ordre des mots, par exemple, là, ça fait du mal à la langue, beaucoup plus que d'emprunter un élément isolé qui est un mot. Alors, le plus produit, je l'ai commenté de manière ironique dans le magazine littéraire. Je ne suis pas sûr que ça fera un article pour le Petit Robert, parce que là, ça abîme le français, ou alors il faudra mettre pseudo-anglicisme déconseillé, quelque chose comme ça. Une dernière question, nous entrons en période d'élection avec beaucoup de discours. Est-ce que vous êtes attentif à ce qui va se dire et à la sémantique des candidats et à ce qu'elle peut révéler? Oui, alors ça, d'une manière générale, j'ai fait autrefois des articles sur le vocabulaire de Nicolas Sarkozy, d'où il sortait, je vous épargne parce que c'est beaucoup trop long, mais la constatation générale, c'était que plus il avait un discours qui se voulait moderniste, novateur, réformateur et d'avant-garde, plus il employait un vocabulaire traditionnel du genre travail, famille, je ne vais pas dire travail, famille, patrie, mais ça n'en était pas très loin. Donc ça trahit un peu la manière de penser, qui est la référence à des valeurs très anciennes, au nom de la nouveauté, ce qui est quand même un petit peu paradoxal. Cela dit, on ne demande pas à un candidat à la présidence de la République de s'exprimer comme un rappeur, parce que ça ferait drôle, mais il n'empêche qu'il y a une certaine libéralisation des manières de parler qui fait que même au sommet de l'État, et on en a eu quelque chose, alors la paradoxe était que dans les discours officiels, c'était un vocabulaire un peu engoncé, et un peu traditionnel et archaïque, et dans la vie courante, quand il rencontrait quelqu'un qu'il n'aimait pas, c'était casse-toi pauvre con, qui sont évidemment des mots qui sont dans le dictionnaire. Alors, con, c'est toute une histoire, c'est un mot qui apparaît au début du 19e siècle dans ce sens-là, qui est bien plus ancien dans le sens érotique, et se casser, là, c'est aussi quelque chose qui s'analyse et dont on peut montrer la genèse. Si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de montrer l'arrière-plan de ce qu'on emploie tous les jours sans trop y réfléchir, et cet arrière-plan est assez enrichissant. Donc, c'est une manière comme une autre de donner à la jeunesse, quand elle a accès au français et qu'elle enrichit son vocabulaire, des repères, parce que c'est un peu la définition d'un moyen d'expression qui est la langue française, pour montrer que c'est pas seulement l'affaire des Français, que ça a des valeurs différentes mais convergentes quand il s'agit du Québec. Et maintenant, de plus en plus, les jeunes Français qui vont à Montréal voient qu'on peut parler le français de manière différente, ce qui est enrichissant. Alain Ray, merci beaucoup. Merci. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Le Bœuf par les cornes. The phone, you're moving on. I want better.